précis égale la procédure prud'homale et qu'il serait pas trop tard que je la sorte parce que c'est en train de discuter sérieusement de la réforme déjà, notamment des délais de recours par rapport à l'ordonnance travail que veut faire le président Macron. Donc, ben, on y va, hein. Il y aura, c'est bien évidemment, dans le Code du travail, la partie législative, c'est un précis égal. Première partie, relations individuelles du travail. Livre 4 et la résolution du litige, on traite du Conseil des prud'hommes dans son titre 5 qui expose la procédure devant le Conseil de prud'hommes. On verra aussi, et là ça va changer d'habitude, ce sera beaucoup plus conséquent qu'ordinairement. Le titre 6, donc les voies de recours, qui vont être appelées à être modifiées, donc tant pis, je ferai une mise à jour. Ensuite, le titre 7, la prescription des actions en justice, qui n'est pas très très longue par ailleurs. Bien, donc on attaque. Le titre 5, voilà, procédure devant le Conseil de prud'homme. Il sera composé de dispositions générales de l'assistance et de la représentation des parties. La conciliation et le jugement, la grande réforme de la loi de 2015, et la procédure de référé. Bien, donc le chapitre premier, dispositions générales, va être très très court. 1451.1. Le salarié peut saisir pour qualification de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'homme évidemment, lorsqu'il y a un fait fautif de l'employeur. Donc lorsqu'il y a litige sur la nature du licenciement, le salarié donc est en droit de saisir le conseil de prud'homme. Ce sont des dispositions générales, hein, je le rappelle. Et dans ce cas-là, et ça c'est la grande réforme qu'il y a eu sur la procédure prud'homale, il va falloir intégrer que ça a été réformé puisque ça risque de l'être encore. Dans ce cas-là, ça passe devant le bureau de jugement qui dispose d'un mois pour délibérer. Ensuite, chapitre 3, assistance et représentation des parties, c'est les articles 1453.1 à 1453.9. Ces articles nous disent que les mineurs, en cas de défaut de représentant légal, les parents, soit ils en ont pas, soit ils ne veulent pas agir en justice, hein, sait-on jamais, peuvent être autorisés par le Conseil de prud'homme à agir devant lui. Donc là, c'est le fondement, c'est la capacité à agir en justice, hein, un des piliers du droit français, c'est qu'il faut avoir la capacité juridique pour agir. Le mineur, normalement, n'a pas cette capacité juridique, il doit être autorisé. Lorsque le représentant légal ne peut pas ou ne veut pas le faire, c'est une autre histoire, le Conseil de prud'homme peut l'y autoriser. Les conseillers prud'hommes ne peuvent pas ni assister ni représenter qui que ce soit devant leur propre conseil de prud'homme, hein. C'est ce qu'on appelle être juge et partie. C'est devenu interdit en France depuis l'Ancien Régime. Il en va de même pour le président et le vice-président du conseil de prud'homme. Il ne peut pas assister à représenter qui que ce soit devant le conseil auquel il appartient. Le défenseur syndical peut agir devant le conseil de prud'homme, encore heureux, mais aussi devant la cour d'appel. C'est le défenseur syndical donc est, est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives au niveau national dans l'interpro, le multipro et la branche. Bon, il y a un petit temps que je traficote un petit peu du droit social, multipro, j'ai pas eu l'occasion d'entendre beaucoup ça, mais je pense que de toute façon, l'avenir nous en reparlera. Dans les entreprises de 11 salariés minimum, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le défenseur syndical, on parle toujours de ça, dispose de 10 heures par mois consacrées à ses activités syndicales. C'est considéré comme étant du travail effectif, hein, par rapport au droit à congé, à cotisation chômage, etc., etc., tout ce qui est lié, l'ancienneté, c'est du travail effectif qui, bien entendu, est rémunéré par l'employeur. C'est remboursé, qui lui, l'employeur, se fait rembourser par l'État et les charges comprises. Donc finalement, c'est rémunéré par l'État. Il bénéficie d'autorisation d'absence pour formation aux activités syndicales ou au droit du travail, hein, formation, on s'en fiche. Pour
une durée de 2 semaines sur une période de 4 ans. Bon, c'est pas énorme, énorme, hein. Et ceci ouvre droit pour l'employeur à la cotisation formation professionnelle. C'est-à-dire que l'employeur, par rapport au droit à la formation individuelle, paye, paye une taxe pour ça. Et la formation syndicale est considérée comme étant une participation de l'employeur à la formation individuelle. Voilà, voilà. Ensuite, alors, bien entendu, le défenseur syndical est tenu au secret professionnel dans le cadre des fabrications lorsqu'il a connaissance des procédés de fabrication d'une entreprise dont le litige y est lié, bien entendu. Il est tenu à la discrétion par rapport aux informations auxquelles il aura accès au cours de la procédure. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Et tout manquement à ces obligations est sanctionné par la radiation par l'autorité administrative de la liste des défenseurs syndicaux. Ensuite, chapitre 5, conciliation et jugement. Alors, on aura la section 1, conciliation, orientation et mise en état de l'affaire. Donc, le gros volet de la réforme, c'est le BCO. Le départage, la demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage, ça va être extrêmement rapide, ça. Bien. Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire. Donc, les articles 1454.1 à 1454.1.3. Donc, le bureau de conciliation et d'orientation concilie les parties. Il peut pour cela les entendre séparément et confidentiellement. En cas d'échec, dans le cadre d'un licenciement, d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, avec accord des parties, l'affaire peut aller devant le bureau de jugement restreint qui dispose de 3 mois pour délibérer. Il peut aussi être porté devant le bureau de jugement ordinaire sur demande des parties ou si l'affaire le justifie. L'affaire est d'une complexité qui le justifie. Qui le justifasse, mon cher monsieur. Ah, excusez-moi, monsieur. Ou alors, il peut aller en départage, déjà depuis la conciliation. Bon. Évidemment, quelle que soit la procédure, le chemin choisi, toutes les demandes suivent. Hein, les demandes conventionnelles, additionnelles, tout le dossier suit la procédure, bien entendu. Le bureau de conciliation et d'orientation opère la mise en état de l'affaire. Pour cela, il désigne un ou deux conseillers dits rapporteurs. Ils peuvent prendre toutes les mesures, ils peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et notamment prendre des renseignements auprès des agents de contrôle qui sont les inspecteurs du travail, la police judiciaire, les douanes, la sécurité sociale et les caisses de mutualité, la prévention des fraudes, etc. etc. Donc liste non exhaustive, et voilà les pouvoirs des conseillers rapporteurs quand même. Et en plus, ils ne peuvent pas leur opposer le secret professionnel. Une fois que tout cela est fait, il dresse une ordonnance de clôture de l'instruction, qui est un acte d'administration judiciaire, et on verra dans la suite de la procédure civile qu'un acte d'administration judiciaire n'est insusceptible de recours. Et donc là, comment dire, cette mise en état peut l'être aussi, doit être faite par le BCO, mais il peut l'être fait par le bureau de jugement au cas où le bureau de conciliation n'aurait pas pu le mettre en état si par exemple la partie ne s'est pas présentée. Le bureau n'a pas pu avoir accès aux pièces de l'autre partie, d'une des parties, donc c'est le bureau de jugement qui y procédera. Par exemple, c'est un exemple. Si une des parties est absente sans motif, donc voilà, il peut être statué en l'absence des pièces. Dans ce cas, ça se passe devant le bureau de jugement restreint. Donc en fonction de l'affaire, s'il y a une mauvaise foi ou quoi, si ça le justifie, qu'il est absent en plus sans motif, l'affaire peut être jugée. Ensuite, le départage, donc c'est les articles 1454.2 à 1454.4.
Lorsqu'il y a des partages, ça se passe devant la même formation devant laquelle il y a eu un partage des voix pour la sentence. Donc bureau de conciliation, bureau de jugement, voire la formation de référé, à laquelle on ajoute un juge du tribunal de grande instance qui est désigné chaque année spécialement pour être juge des partiteurs dans les cadres des affaires devant conseil de prud'homme. Alors, la formation de départage dispose d'un mois pour délibérer. Les conseillers empêchés, lorsqu'il y en a un qui est empêché, ça peut arriver, hein, se fait remplacer selon les décrets. On verra, tout simplement, il demande à son pote de le remplacer. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça la vie. L'audience de départage. Lorsque la formation est incomplète, ça peut arriver aussi. Donc, le juge des partiteurs opère, donc selon le décret qu'on verra plus tard, sommairement, il peut le faire tout seul ou désigner quelqu'un d'autre. Section 3. La demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage, donc c'est l'article 1454.5. Et cet article nous dit que la demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage issue de l'article 124.1 du Code de l'éducation passe directement devant le bureau de jugement. Voilà. Ensuite, chapitre 6. Le litige en matière de licenciement pour motif économique. Et c'est l'article 1456.1. Le licenciement pour motif économique. La section ou la chambre saisie statue en urgence selon les modalités qu'on verra dans le décret. Voilà, tout simplement. La récusation des juges, dont j'ai pas encore fait le précis sur la procédure civile. Donc, la récusation, l'article 1457.1, mais je la ferai. Donc, le conseiller prud'homme peut récuser s'il a un intérêt personnel à la contestation de l'affaire, du litige, s'il a un intérêt dans le litige. Le fait d'être affilié à une organisation syndicale, ils le sont tous, sauf les employeurs, ne constitue pas un intérêt personnel à la contestation. Lorsqu'il est, par rapport à une des parties, son conjoint, son partenaire de Pax, son concubin, un parent ou allié, jusqu'au cousin germain. Lorsqu'il y a eu une action judiciaire, criminelle ou civile, entre lui et une des parties ou un de ses proches. Donc il peut être récusé. Lorsqu'il a donné un avis écrit sur l'affaire. Lorsqu'il est l'employeur ou le salarié d'une des parties. Il ne faut pas qu'ils se connaissent, hein, quel que soit leur rapport. Ni que ça influence positivement ni négativement. Ensuite, donc les voies de recours. On aura le chapitre 2, le pourvoi en cassation. Chapitre 2, pourvoi en cassation, tu as vu qu'il n'y a pas de chapitre 1. Donc, les affaires en dernier ressort ont un taux fixé par décret. Donc il est de 4 000 euros, on verra ça dans le décret. Sont aussi, finalement ça s'appelle pourvoi en cassation, mais là c'est des affaires qui ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Donc là c'est un petit peu bizarrement fichu. Ils auraient dû mettre une sous-section à faire en non, enfin bref. Donc les affaires qui ont eu pour objet de traiter de la remise de pièces obligatoires par l'employeur, ça peut être fait immédiatement par même le BCO. Hein. Donc c'est pas susceptible de cassation, puisque c'est même pas susceptible d'appel, étant donné que c'est du dernier ressort. Sauf s'il y a d'autres demandes adjointes à ces deux, adjointes à ces raisons qui ont un taux qui sont supérieurs au taux fixé, donc j'avais dit 4 000 euros. Enfin, oui, c'est pas très clair, mais c'est le titre qui est mal fichu. Enfin, titre 7, prescription des actions en justice. Chapitre unique, 1471.1, et là il était temps que je le fasse parce qu'ils en ont causé, je le disais, et je vais essayer de le traiter sur l'autre chaîne, celle qui parle un petit peu de travail parlementaire, citoyen de la loi. Ils veulent donc réformer les délais de prescription.
Donc chapitre unique, article 1171.1. L'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans. Donc les litiges liés à l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans. Sauf s'il y a eu un dommage corporel, un défaut de paiement ou une demande de répétition de salaire. C'est-à-dire que l'employeur veut récupérer ses sous. S'il y a eu discrimination ou harcèlement, et il est de 12 mois en cas de licenciement lorsque ça a été mentionné dans un courrier du CE. Et puis, ma foi, je crois qu'on arrive au terme de cette procédure prud'homale. Ça doit durer un petit temps, là, un petit 20 minutes, on dirait bien. Je sais pas, j'ai pas d'heure, je dirais vu de nez. Donc, ma foi, je vous dis à plus tard pour la partie réglementaire, qui risque d'être encore plus longue. Et c'est vrai que c'était la première fois que je traitais un pan tout entier du code comme ça. Et c'était un petit peu nouveau. J'espère que c'était pas trop long et trop ennuyeux. Parce qu'il y en aura de plus en plus, parce qu'on va attaquer la procédure civile. Et là, c'est bien balèze. Que dire de plus? Merci de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est génial. Ça avance moins vite que pour d'autres, mais c'est pas grave, vraiment. L'essentiel, c'est que ça vous plaise. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao. Merci. Accusé, lavez-vous. Je me lève doucement, seul au milieu de tous ces gens.